Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre invitation. Je suis très honoré d'être amené à parler aujourd'hui devant vous. Celui qui s'adresse à vous n'est pas un spécialiste de l'espace atlantique, mais c'est quelqu'un qui a déployé beaucoup d'énergie pendant 5 ans à essayer d'organiser l'espace méditerranéen. Et je pense que les leçons que nous pouvons tirer de cette tentative d'union pour la Méditerranée pourraient s'appliquer à bien d'autres régions du monde, à l'Atlantique en particulier, mais pas seulement. Je voudrais partir de quelque chose qui vient d'être dit. L'un des intervenants, je ne sais plus lequel, a dit l'espace sud de l'Atlantique, l'espace sud en général même, mais c'est un espace non organisé. Et je voudrais que nous soyons tous conscients d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, tout est désorganisé. Aujourd'hui, le monde est désorganisé. Nous n'aurions pas du tout eu les mêmes réflexions si nous avions fait cette réunion il y a 5 ans ou 6 ans. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus regarder chaque problème séparément les uns des autres. Nous n'organiserons pas l'Atlantique indépendamment du reste. Il nous faut, pas plus que la Méditerranée, pas plus que l'océan Pacifique ou l'Asie ou l'Europe. Il nous faut absolument un regard d'ensemble parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise qui est une crise globale, une crise générale. Je sais que c'est presque devenu une banalité de le dire, mais ce qui n'est pas une banalité, c'est d'en tirer véritablement des leçons. Alors oui, nous devons reconstruire une organisation de l'Atlantique, de la Méditerranée, de l'Afrique, de l'Europe, mais peut-être avant tout une organisation du monde. Nous organiser régionalement, oui, c'est une nécessité dans ce monde, mais prendre conscience que nous sommes confrontés à une véritable crise de civilisation, à peut-être la première grande crise de la mondialisation, et pas seulement à une succession de crises qui n'auraient aucun lien les unes avec les autres, crises financières, économiques, sociales, politiques, énergétiques, alimentaires. Non, toutes ces crises, elles se tiennent. Toutes ces crises, elles nous renvoient à nos comportements, à nos modes de pensée. Je me souviens d'avoir assisté il y a 2 ou 3 ans à une réunion de la FAO, puisqu'on parlait tout à l'heure d'alimentation. C'est extraordinaire, il y avait des millions de gens qui mouraient de faim et on se trouvait dans une grande salle où des centaines de diplomates coupaient les virgules en 4. Le but n'était pas d'inventer un nouvel ordre mondial qui aurait permis qu'il y ait moins de gens menacés de famine. Non, le but final, c'était de faire un texte. Bien aujourd'hui, la morale et l'urgente nécessité nous impose non plus de faire des textes, mais réellement de changer l'ordre du monde, plutôt de reconstruire un ordre mondial. 2 mots sur ces crises qui se sont succédées et qui en réalité s'interpénètrent les unes les autres. La crise financière, c'est d'abord une crise de notre représentation du monde et de notre représentation de l'économie. Je vous donne un exemple très simple, mais vous savez, on s'est mis brusquement dans les années 80 à oublier absolument toutes les leçons que nous avions tirées de la grande crise des années 30. Évidemment, les mêmes causes ont reproduit les mêmes effets. Et en particulier, il s'est passé quelque chose d'étonnant dans la manière dont nous représentions l'économie. Nous avons choisi de passer, je donne cet exemple parmi d'autres, d'un mode de cotation à un autre. Vous savez, on cotait avant au fixing sur les grandes places boursières, c'est-à-dire qu'on faisait 1 ou 2 cotations par jour, c'est-à-dire à un moment de la journée, on prenait toutes les offres et toutes les demandes, on calculait le prix qui les équilibrait, et c'était ce prix qui était auquel on pratiquait toutes les transactions. On effectuait toutes les transactions. Puis on est passé à la cotation en continu. Alors elle avait un avantage, la cotation en continu, c'était beaucoup plus facile ça faisait un univers continu qui était beaucoup plus facile à mathématiser,
et à modéliser. Et donc, on a utilisé des modèles mathématiques avec des fonctions continues. Elles étaient continues, dérivables, faciles à travailler. Et puis voilà, on fait plein de modèles, notamment des modèles de couverture, en oubliant que le monde n'est pas continu, il est fait aussi de discontinuité. En oubliant que lorsqu'on se couvre pour une petite variation du marché infinitésimale, celle qui correspond au calcul des dérivés, on ne se couvre pas contre un décrochage du marché. Et on a pris beaucoup de risques sur la base de ces calculs. Et puis un jour est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé face à une crise sans précédent qui n'était prévue par aucun modèle, par aucun calcul de probabilité. Et les gens qui se croyaient parfaitement protégés se sont retrouvés en risque, face à des risques considérables. Mais c'était d'abord un problème de représentation. Moi, j'ai commencé ma vie en essayant d'expliquer aux banquiers à quoi pouvaient servir les nouveaux instruments financiers, ma vie professionnelle. Et j'ai vu, c'est très intéressant au début, intellectuellement, c'était passionnant, ça avait du sens. Puis j'ai vu progressivement tous ces instruments qui étaient des instruments de couverture, de protection, d'assurance, se transformer en instruments de spéculation. Un grand banquier un Français m'a dit un jour, comprenez, il faut faire attention à ces activités qui sont les activités de trading, de salle de marché. Elles sont à haute valeur ajoutée parce que si on ne les avait pas, on ne pourrait pas s'assurer contre les risques financiers et beaucoup d'activités productives ne pourraient pas avoir lieu. Et j'avais répondu, c'est très intéressant. Le problème, c'est que au fur et à mesure que ces couvertures prennent de l'ampleur, la volatilité des marchés croît aussi. C'est-à-dire que l'assurance fait croître la volatilité des marchés et génère le besoin d'assurance. Et donc c'est de la valeur ajoutée très forte pour le banquier individuel, mais pour la collectivité humaine, c'est un peu plus discutable. Puisqu'on crée le besoin au fur et à mesure qu'on essaie d'y répondre. On voit bien que cette crise financière, elle a un rapport avec tout le reste. Cette crise financière, elle a un rapport avec notre façon de raisonner, elle a un rapport aussi avec notre rapport au temps. Si vous créez un système financier dans lequel le taux d'actualisation est de 15%, parce que ce système vous pousse à réclamer du rendement très important très rapidement, ça veut dire que l'avenir n'a plus de valeur. Et si l'avenir n'a plus de valeur, si des milliards d'hommes et de femmes tous les jours prennent des décisions sur la base d'un taux d'actualisation qui fait que l'avenir ne vaut plus rien, vous pouvez faire toutes les politiques de développement durable que vous voulez, vous pouvez chercher tant que vous le souhaitez à résoudre le problème de la crise alimentaire, de la crise énergétique, du chômage, vous n'arriverez jamais à triompher face à cette pression du court terme qui empêche toute construction, qui empêche de résoudre tous ces problèmes. Ces problèmes ne peuvent se résoudre que dans la durée. Alors oui, c'est vrai, il faut faire confiance à la technologie, à la technique, à la technologie financière, mais vous ne trouverez pas la réponse à ces problèmes simplement dans la technologie, qu'elle soit, encore une fois, technique ou financière. Vous ne résoudrez pas la faim dans le monde simplement parce que vous allez inventer un nouveau produit financier qui permet d'accroître encore la liquidité sur les marchés de matières premières. Non, il faut que le monde se réorganise. Regardez-le, le monde. Il est quand même extraordinaire. C'est un peu une remarque en forme de boutade, mais quand même. Regardez ce formidable retour en arrière que constitue la désintégration de l'ordre économique, monétaire, politique, mondial. Regardez l'Europe. C'est marrant comme l'Europe, en cherchant à se réorganiser, est en train pour l'instant de faire un grand retour vers le Moyen-Âge. Alors on voit revenir des principautés, des États qui éclatent, on voit revenir des territoires qui se séparent des communautés nationales, des zones de non-droit, de la violence anomique. On voit régresser, malgré les indices, il faut toujours se méfier des chiffres et des indices. Je renvoie à ceux qui ne l'ont pas lu au rapport Stiglitz. C'est tout à fait passionnant. C'est peut-être une des meilleures choses qu'on ait faites pendant les 5 ans précédents, d'avoir commandé ce rapport qui permettait de réfléchir à la manière dont nous mesurions nos performances. Mais c'est quand même intéressant. On est revenu aux attaques de diligence en Europe. Mais sur les mers, c'est pareil. On voit revenir le piratage qui avait totalement disparu. Bref, on voit se désintégrer à l'intérieur et à l'extérieur, même sur les continents les plus avancés,
un ordre qui nous paraissait devoir durer éternellement et même s'améliorer de jour en jour. On voit revenir la logique des tribus, des communautés, le terrorisme, le fondamentalisme, même la remise en cause de la science. Alors oui, il nous faut sortir de ce système. Moi, je me souviens du premier discours que le président Sarkozy avait fait devant l'Assemblée générale des Nations Unies en 2007. Et à l'époque, n'avait absolument intéressé personne. Il avait dit, c'était étonnant pour un président de la République issu de ce qu'on appelle la droite républicaine, il avait dit nous devons tourner le dos à une économie mondiale qui n'est pas du tout une économie concurrentielle, moderne, compétitive, qui est d'abord une économie de rente et de spéculation. Et ça veut dire il nous faut un New Deal économique et écologique mondial. Et ça n'a intéressé personne à l'époque. Regardons les choses 5 ans plus tard. C'est quand même l'un de nos grands problèmes. Très rapidement, par rapport à nos représentations du monde qui, depuis 30 ou 40 ans, nous ont menés où nous en sommes, nous avons à redécouvrir l'importance de la proximité. Et en particulier, en économie, ce que les économistes appelaient jadis la croissance endogène. Vous savez, la croissance, ce n'est pas un phénomène qui peut être juste tiré par les exportations. Ce n'est pas parce qu'à coup de dumping, de dévaluation monétaire ou autre, on vend à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on prend les usines du voisin, les emplois du voisin, qu'on se développe dans la durée, qu'on se développe réellement. Non, c'est parce qu'à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'une communauté, à l'intérieur d'un pays, les conditions d'un développement se réalisent dans les relations de proximité. Pardonnez-moi, on ne nourrira pas l'Afrique simplement parce qu'on exportera des denrées alimentaires de l'Afrique vers l'Europe pour prendre les marchés alimentaires de l'Europe. Non, on le fera parce que d'abord on aura une base d'agriculture vivrière suffisante, comme ça s'est passé partout. Révolution agricole, puis révolution industrielle. Et finalement, les étapes du développement sont en réalité toujours les mêmes. Et l'essentiel se joue toujours dedans, plutôt que dehors. Deuxièmement, il faut retrouver le sens de l'espace et de la distance. Deuxièmement, je suis toujours frappé par cette idée très propre à la géopolitique contemporaine du déclin fatal et annoncé, sans arrêt proclamé d'un certain nombre de continents. Je pense à l'Europe, je pense à l'espace atlantique. On dit, ben voilà, le centre de gravité du monde va se déplacer de l'Atlantique au Pacifique. L'Europe va décliner par rapport aux grands pays émergents, par l'Asie, peut-être à l'Amérique latine. Mais qu'il y ait des redistributions incessantes des cartes, c'est vrai, mais... encore une fois, c'est l'ordre du monde entier qui est concerné. Quand je vois les pays émergents, certains grands pays émergents, lorsqu'on discutait au G20, qui considéraient que les problèmes de l'Europe n'étaient que les problèmes de l'Europe, je me dis qu'il y a quelque chose de dramatique dans cette façon de raisonner. Croyez-vous que si demain l'Europe s'effondre, parce qu'elle aura fait des erreurs de politique économique ou de politique monétaire ou de politique de la concurrence, parce qu'elle ne produira pas plus assez pour ses besoins, ou parce qu'elle se sera trop endettée, croyez-vous donc que la Chine sera à l'abri? Mais qui peut penser que si les grands pays développés s'effondrent, les grands pays émergents ne vont pas s'effondrer aussi? Qui peut penser que chacun peut espérer, dans un cataclysme mondial, tirer son épingle du jeu si on ne crée pas ce nouvel ordre mondial dont nous avons besoin? Non, il faut que nous revenions à une situation dans laquelle chacun, en se développant, contribue au développement des autres. Voilà la vérité, il n'y a pas de déclin annoncé, il n'y a pas de catastrophe annoncée pour une partie du monde, tandis que l'autre tirait son épingle du jeu. Non, tout le monde est dans le même bateau, et l'idée que chacun, en se développant, peut contribuer au développement des autres n'est pas une idée folle, c'est exactement ce qui se passait pendant les 30 Glorieuses, c'est ce qui s'est passé aussi pendant en grande partie pour tous les pays qui étaient partie prenante à la révolution industrielle, par exemple. Si on n'arrive pas à établir ces règles ensemble, si on n'arrive pas à négocier, à discuter, à faire prévaloir la raison, alors, moi, en tout cas, c'est vraiment la grande leçon que je tire de mon expérience des 5 dernières années. Alors, je vous le dis, nous referons pas à pas
le chemin que le monde a fait dans les années 30. Parce que, voyez-vous, les peuples, quand ils en ont assez de souffrir, assez de voir partir leurs emplois, leurs usines, on peut leur faire toutes les théories qu'on veut, mais quand ils en ont assez de souffrir, ils se mettent en colère et ils vous demandent la fermeture. Donc la démondialisation, ce n'est pas un programme politique, c'est un risque économique et politique et social. C'est un risque qui est devant nous. Et si l'Europe est un peu plus vulnérable que les autres, c'est peut-être aussi parce qu'elle est ouverte plus que les autres, avec moins de précautions que les autres. Mais tout le monde est concerné. Tout le monde. On ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas d'ordre monétaire, où certains vendent leurs produits avec une monnaie sous-évaluée de 50%. Pas possible. Vous pouvez demander à vos ouvriers, à vos salariés, tous les gains de productivité que vous voulez, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas vous préoccuper de la crise écologique, des crises sociales, des crises politiques dans le monde, si le monde n'est organisé qu'autour du droit du commerce. Oui, nous avons besoin, par exemple, de remettre le droit de la santé, le droit du travail, j'allais dire l'ordre monétaire, la sécurité alimentaire au même rang que le droit du commerce. La France avait fait cette proposition il y a quelques années à l'OIT, dire qu'il faut mettre à égalité tous ces droits, il faut qu'il y ait une organisation internationale et un juge pour chacun de ces droits, et que lorsque le juge du commerce est saisi par d'un litige dans lequel, par exemple, il y a un problème d'environnement, il se retourne vers le juge de l'environnement qui tranchera la question. Si vous la faites trancher par le juge du commerce, elle sera tranchée avec la logique du droit du commerce. Et donc on laissera de côté l'environnement. Pareil pour la santé. Oui, il y a des crises de civilisation, parce qu'il y a plusieurs civilisations dans le monde, mais il y a aussi l'émergence d'une civilisation mondiale qui nous a rendus encore plus dépendants les uns des autres. Et cette civilisation mondiale naissante, elle est en crise profonde. Et nous devons à la fois nous organiser, chacun est réorganisé, nous réorganiser tous ensemble. Oui, il nous faut changer les règles. Oui, il nous faut aussi lutter en même temps contre l'aplatissement du monde. Oui, vous voyez, la question que pose, on voit bien les difficultés d'ailleurs d'y répondre, la question que pose l'organisation d'un espace atlantique, comme celle que pose celle d'un espace méditerranéen, c'est que nous avons vécu en pensant que vous pouvez bâtir le monde seulement sur la compétition, la concurrence, le marché ou l'intérêt personnel. Disant si chacun poursuit son intérêt propre, eh bien, il contribuera à l'intérêt collectif. Mais non, le monde, mais qu'il soit dans l'ordre politique, dans l'ordre scientifique, dans l'ordre économique, dans l'ordre financier, le monde, il ne peut marcher que si nous avons la coopération et pas seulement la compétition. L'organisation et pas seulement la concurrence, les institutions et pas seulement le marché, la solidarité et pas seulement l'intérêt personnel, et que c'est l'intérêt de tous. Et que nous avons cessé de penser ainsi depuis 20 ou 30 ou 40 ans. Je vous donne un exemple, et puis je m'arrêterai là parce que j'ai déjà trop parlé, mais que je trouve très parlant, c'est la question de la taxation des transactions financières. Alors c'est vrai, c'est compliqué, enfin pas tant que ça, vous savez. Toutes les grandes crises viennent ont la même origine. C'est que ce qui se passe dans la tête des dirigeants du monde, qu'ils soient économiques ou politiques, ne s'adapte pas assez vite aux événements, ne répond pas assez vite aux événements. C'est difficile, ça demande beaucoup de transgression. Créer un nouvel ordre mondial, c'est une énorme transgression parce qu'il faut passer d'un mode de pensée à un autre. Parce que les gens qui gouvernent, ils ont été formés dans un monde ancien et qui doivent imaginer le monde nouveau. Et j'ai vu la difficulté sur un sujet comme celui-ci, comme celui de la taxation des transactions financières, à passer d'un mode de raisonnement à un autre. D'abord, pardonnez-moi, c'est là qu'on voit aussi les hommes d'État, ceux qui sont capables de passer par-dessus leurs préjugés, par-dessus les préjugés parfois de leur gouvernement, de leur majorité, de leur électorat. Sur ce sujet, pour ne pas faire l'apologie de la politique de Nicolas Sarkozy, mais prenons un autre exemple, Gordon Brown, Premier ministre anglais, qui se prononce pour la taxation des transactions financières. Quand vous êtes Premier ministre anglais et que vous êtes au milieu de la City, c'est très compliqué.
Mais je trouve que c'était la preuve que cet homme était un homme d'État. Cette histoire de la taxation des transactions financières, elle est un peu à la... Pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle est à la charnière, au carrefour de toutes les questions que nous nous posons et que vous êtes posées depuis hier, en réalité. Premièrement, première objection, on me dit c'est impossible. Pourquoi? Parce que si vous voulez taxer les transactions financières, les gens iront là où elles ne sont pas taxées. Alors c'est vrai, aujourd'hui, le monde financier, il est divisé en deux. Il y a les marchés organisés que vous pouvez réglementer, taxer, vous pouvez contrôler, surveiller. Et puis vous avez les marchés de gré à gré, une énorme masse des marchés de gré à gré. On dit, ils iront sur les marchés de gré à gré ou ils iront dans les régions du monde qui ne taxeront pas. Imaginez un instant que tous les dirigeants du G20 disent, on en est loin, je vous rassure, disent bien, désormais, toutes les transactions financières qui ne passeront pas par des marchés organisés, contrôlés, labellisés, je ne sais pas, par une autorité mondiale ou par le FMI ou par chacune des autorités des pays, des grands pays en question, tout ce qui ne passera pas par un marché organisé, toutes les transactions qui ne passeront pas par un marché organisé n'auront pas de valeur juridique devant les tribunaux de nos pays. Et plus personne ne passera ailleurs, parce que quand vous n'êtes pas propriétaire des titres que vous achetez devant un tribunal américain, anglais, chinois, japonais, indien, français, allemand, etc., vous évitez de l'acheter. C'est comme en France, pour acheter une maison, il faut passer devant le notaire. Parfois, il y a des dessous de table, peut-être, mais vous êtes quand même obligé d'aller chez le notaire, sinon vous n'êtes pas propriétaire de votre appartement. Et là, on touche quelque chose de très profond, c'est que nous ne sommes pas confrontés à une impuissance de la politique, mais à une défaillance de la politique. La politique, ça se fait avec les autres, et donc la défaillance de la politique, c'est que tous les responsables politiques n'ont pas réussi, ou n'ont pas voulu, n'ont pas souhaité se mettre d'accord sur cette règle. Et ce n'est pas parce qu'elle est techniquement impossible, ce n'est pas parce que les gens iraient faire des transactions ailleurs. Je me souviens d'un directeur général du FMI qui avait dit à Nicolas Sarkozy, mais oui, mais c'est difficile aussi parce qu'on ne peut pas séparer ce qui est spéculatif de ce qui n'est pas. Mais la taxe Tobin infinitésimale, elle n'obligeait justement pas à se poser la question. On payait de plus en plus au fur et à mesure qu'on faisait des allers-retours. Et croyez-moi, nul n'a besoin dans l'économie mondiale d'acheter et de vendre toutes les nanosecondes des titres pour que l'économie fonctionne. Ça n'est pas la peine, ça n'apporte rien. Ça organise simplement un racket de la finance sur le reste de l'économie et ça détruit tous les fondements du calcul économique rationnel. Parce que le prix d'un titre change de nanoseconde en nanoseconde, mais la valeur d'une entreprise, sa capacité à produire de la richesse, non. Donc on est au cœur aussi là, de cette distorsion entre la durée et l'instantanéité, entre la production et l'échange, entre le droit de propriété et puis les actifs productifs. Et puis, sur la taxation des transactions financières, on est aussi à la charnière des rapports entre le monde riche et le monde pauvre, puisque c'est franchement probablement une des seules manières de trouver les sommes nécessaires pour aider les pays les plus pauvres et les moins avancés à se développer et à rattraper une partie de leur retard, à condition de s'en servir pour investir, de s'en servir pour les mettre à niveau écologiquement. C'est ce qu'on avait d'ailleurs décidé à Copenhague, rappelez-vous. Et donc c'est doublement un problème moral. C'est un problème moral dans le rapport entre les riches et les pauvres, et c'est un problème moral parce que c'est la moralisation de la finance. Voilà, parce que, oui, il faut que dans notre monde, le producteur et le créateur soient plus valorisés que le spéculateur et le rentier. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je voulais vous dire ça parce que je crois que tout ce que vous vous êtes dit sur le sujet de l'Atlantique et que nous nous sommes dit, nous, hier, au sujet de la Méditerranée, M. Thébault le sait bien puisqu'il avait suivi nos péripéties de très près. Eh bien, ça ne peut trouver d'issue que dans cette réflexion globale et dans la réponse à ces questions globales qui se posent au monde entier. Oui, il faut que le monde se réorganise sur des bases régionales, mais il faut aussi qu'il se réorganise mondialement. Il faut des règles du jeu qui nous permettent de vivre ensemble, pas seulement dans la compétition, encore une fois, mais aussi dans la coopération et dans la solidarité. Je vous remercie.